Voilà, bonjour, nous sommes avec Florence Pousset. Bonjour Florence. Bonjour Didier. Voilà les amis, donc pour les séries d'émissions enregistrées qui complètent nos lives. Donc Florence, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est notre ami Jean-Marie Le Gall qui nous a mis en relation. Et généralement, Jean-Marie Oui. Le Gall est de bons conseils et je pense qu'il ne s'est pas trompé une fois de plus. Alors, Florence, aujourd'hui, tu es notre invitée pour un livre que tu as sorti il y a maintenant quelques années, il me semble en 2021, si j'ai bonne mémoire, qui est Votre corps énergétique vous parle. Alors, pour une fois, Florence, c'est moi qui vais faire le portrait de l'invité et non pas laisser l'invité se présenter. Donc, si tu veux bien, Florence, je vais te faire un petit portrait et puis je te laisserai bien évidemment rebondir sur ce qui aura été dit. Est-ce que ça te va comme ça? Très bien. Allez, c'est parti. Donc, les amis, si vous ne connaissez pas Florence Pousset, sachez qu'elle est docteure en neurosciences et en pharmacologie. Elle possède une solide expérience en recherche médicale au sein d'institutions prestigieuses comme le CNRS, l'INSERM et l'industrie pharmaceutique, et notamment le laboratoire Sanofi. Après une carrière dans la recherche scientifique et la rédaction médicale, elle s'est tournée vers les thérapies complémentaires, devenant praticienne dans ce domaine. Elle allie ainsi une approche scientifique rigoureuse à des perspectives plus holistiques sur la santé humaine. Ce livre que je viens de vous présenter, qui va servir de support à notre échange de ce jour, Votre corps énergétique vous parle, publié donc en 2021 aux éditions Symbiose, s'inscrit dans un changement de paradigme scientifique où la biologie rencontre la physique et la spiritualité. L'ouvrage explore l'humain multidimensionnel, chimique, biologique, électromagnétique et lumineux, en s'intéressant à l'anatomie subtile du corps énergétique, notamment l'aura et le corps éthérique. Il met en lumière comment des facteurs environnementaux comme l'air, l'eau, les toxines et les vibrations, et des facteurs internes comme les pensées et les émotions influent sur notre champ énergétique. Pour démontrer cela, Florence Pousset s'appuie sur des traditions ancestrales, amérindiennes, indiennes, et des études scientifiques préliminaires. Ce livre dont nous allons parler, Florence, s'adresse au grand public, mais aussi aux soignants, aux praticiens de médecine complémentaire et, oses-tu espérer, même aux scientifiques, en invitant à une ouverture d'esprit sur les réalités énergétiques invisibles qui impactent la santé. Voilà, Florence. À toi Alors, la parole. Est-ce que oui, j'ai bien résumé ton parcours, ton grand parcours et ton long parcours? oui, oui, très, très bien résumé, qui met en évidence ma double compétence, c'est-à-dire à la fois scientifique et rationnelle, et à la fois intuitive et ouverte vers ce monde de l'invisible, de l'impalpable. Et c'est un monde qui s'ouvre de plus en plus. Et j'ai tenu à écrire ce livre parce que je baigne dans ce monde de l'invisible et de l'intangible depuis que je suis adolescente. Et c'est en train de s'ouvrir et on est en train de découvrir tout un pan, tout un domaine pour accompagner les personnes autrement. Que ce soit des personnes qui aient un problème de santé physique, mais aussi psycho-émotionnel, sachant que les racines de nos maux, initialement, on va le découvrir dans l'émission, c'est à la fois un dérèglement énergétique, vibratoire, et puis après, ça s'inscrit petit à petit dans notre corps psycho-émotionnel pour descendre ensuite dans la matière. Et donc, moi, ça me tenait à cœur de partager ce que j'ai appris tout au long de ma vie, et puis d'essayer de valider ça, puisque mon travail consiste en particulier, donc j'accompagne des personnes en individuel avec ces méthodes complémentaires, mais je fais tout un travail de fond, de surveillance des travaux scientifiques et médicaux, parce qu'il y a des équipes de recherche qui s'intéressent à ce domaine-là, mais évidemment, elles sont peu connues. Et moi, je me suis positionnée pour dire, mais on ne peut pas dire que c'est du charlatanisme, j'en ai marre d'entendre ça, parce que quand je donne des conférences régulièrement, quand il y a quelqu'un du corps médical, on me dit, oui, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Je lui dis non, c'est parce que vous ne connaissez pas les travaux scientifiques qui permettent de soutenir tout ce champ d'investigation. Et donc, maintenant, j'ai trouvé toute ma place. C'était très compliqué dans ma vie parce que quand on est scientifique et qu'on s'intéresse au magnétisme, à l'homéopathie ou à toutes les méthodes que l'on connaît aujourd'hui, les méthodes dites complémentaires, eh bien, on n'est pas pris au sérieux. Et puis,
et donc c'était difficile de partager ça avec mes collègues de travail. Donc à un moment donné, j'ai fait le choix de ma passion et donc j'ai fermé la porte de la science. Et puis la chance que j'ai, c'est que ces dernières années, eh bien, ce sont 2 mondes qui sont en train d'aller à la rencontre l'un de l'autre. Et je dis toujours, je prends plaisir à spiritualiser la science ou à rationaliser la spiritualité pour qu'on trouve vraiment un équilibre parce que c'est vraiment, ça existe, c'est vrai. Donc nous, en tant qu'occidentaux, on a besoin de démonstrations scientifiques, alors qu'en fait, toutes ces connaissances, tout ce savoir nous vient quand même d'Orient. Ils utilisent ça depuis des millénaires et ils n'ont pas besoin de démonstrations scientifiques pour s'apercevoir à quel point l'énergie est fondamentale dans l'équilibre de l'humain. Oui, ah oui, on peut voir certaines vidéos de cliniques ou d'hôpitaux en Chine notamment, où il y a le chirurgien, le traumato, le vasculaire, bon, le chirurgien vraiment qui travaille sur le corps physique, et à côté de lui, l'acupuncteur qui répare le corps énergétique en même temps simultanément. Donc il y a des endroits, des pays où ces deux aspects sont complètement intégrés et sont mis en place. Et c'est vrai que nous, on est un petit peu à la traîne à ce niveau-là. Tu vois, quand j'étais adolescente, dans les années donc 75, les acupuncteurs, puisque moi, mes parents m'avaient amené chez l'acupuncteur, et il était vraiment traité de charlatan. Et quand on voit aujourd'hui, l'acupuncture s'est développée, il y a de plus en plus de gens qui vont et qui disent qu'ils vont chez l'acupuncture, c'est rentré dans nos mœurs, on en parle très librement, de même que l'ostéopathe ou le chiropracteur, on en parle librement. Mais on voit en 40 ans l'évolution qu'il y a eu. Bon, on a encore des steps à passer parce que c'est loin d'être encore bien installé et reconnu en Europe et dans notre pays particulièrement. Mais c'est vrai que tu fais partie de ces pionniers, un peu comme Patrick Drouot dans d'autres domaines, qui ont les premiers ont fait ce lien entre science et spiritualité. Et à une époque où c'était pas évident de le faire, donc tu as d'autant plus de mérite que tu cites donc les années 70-80. Ce sont des périodes où il y avait quand même pas grand-chose en spiritualité. Hein, donc pas évident. Et Et en plus une femme, ouais, oui, alors ça existait à cette époque-là, sauf que c'était caché. c'était caché. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus et même, tu vois, les personnes qui ont des capacités extrasensorielles, les médiums ou ce qu'on appelle aussi les gens qui sont canals, à mon époque, on en parlait peu, c'était toujours du bouche à oreille et jamais personne ne disait ça. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante et encore plus dans l'époque que l'on traverse où les gens sont très stressés, très angoissés, ils ont besoin d'être rassurés et donc ils vont voir un médium qui va leur dire, ben voilà, au niveau vibratoire, il se passe ça, vos capacités, c'est ça, l'avenir, il va être comme ça, mais c'est toujours un potentiel, mais ça a le mérite d'exister, de rassurer les gens. Tout Mais à tu sais, fait. il y avait bien en Grèce, à Delphes, comment elles s'appelaient, les, les deux, c'est pas les devins ou les divinatrices de Delphes, hein, Oui, 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 ça existe, c'est pareil depuis des millénaires. ça existe, Et ouais, tout à en fait. ça avait disparu et c'est en train de revenir maintenant. Ouais. Mais c'est une vraie réalité que l'on peut commencer à expliquer par la science maintenant. C'est ça. Et là, on va parler donc d'un sujet à la limite très spirituel au départ. Hein, donc le corps énergétique ou les corps énergétiques. Déjà, on pourrait déjà parler là-dessus. Hein. Donc ton livre s'appelle Votre corps énergétique vous parle, mais peut-être qu'il y a plusieurs corps énergétiques ou plusieurs. Donc ça, tu nous en glisseras un petit mot. Donc votre corps énergétique vous parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi ce titre, Florence? Parce que ma conception de l'humain, c'est que nous avons un corps matière physique, visible et palpable, et nous avons aussi un corps énergétique et vibratoire. Mais de même, par essence, nous sommes des vibrations et des fréquences. Je cite toujours l'exemple lorsque, tu sais, le spermatozoïde fusionne avec l'ovule, l'œuf fécondé, eh bien, tout d'un coup, il se met à se diviser. Et quand il se divise, il y a une duplication des chromosomes. Et cette division cellulaire, elle est guidée par une trame invisible. Donc, ça veut dire qu'au cœur de notre être, nous sommes des êtres fréquentiels et vibratoires. Donc, c'est la vision du physicien aujourd'hui. Les physiciens sont très, enfin, ils travaillent avec le monde des fréquences et des vibrations, puisque dans le cosmos, c'est monnaie courante. Mais
le fait d'appliquer ça à l'humain, ça pose problème aux scientifiques. Alors qu'en fait, au départ, nous sommes une vibration, des fréquences. Et quand tu disais tout à l'heure pourquoi notre corps énergétique, mais en fait, il y en a plusieurs, parce que si on commence à parler de vibration et de fréquences, eh bien, nous vibrons à différentes fréquences et donc nous avons plein de corps vibratoires. Mais bon, on va pas tout faire à la fois. On va faire à la fois, et je sais que tu prépares aussi un prochain livre sur l'ADN, où là, tu nous amènes très, 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 très loin avec des brins d'ADN qui seraient connectés à d'autres dimensions. Mais ça, on se le garde pour un petit peu plus tard. Alors, on va commencer de manière très rationnelle, puisque j'ai la chance d'avoir une invitée qui a ces deux casquettes, donc à la fois très rationnelle et très ouverte. Et j'avoue que je suis dans cette même optique. Hein. C'est ça qui nous intéresse. Et ceux qui nous suivent à l'UNAM savent qu'on est pour cette spiritualité incarnée, rationnelle quelque part. Hein. C'est pas contradictoire du tout. Alors, dans ton livre, nous trouvons plusieurs illustrations, dont une première planche sur l'homme électromagnétique. Voilà, donc cette première planche que voici, hein, où on voit cette représentation, donc où l'homme est parcouru de lignes de force verticale, horizontale. Alors, je vais te laisser la commenter, Florence, si tu veux bien. Je vais la laisser quelques instants à l'écran et te laisser commenter. Donc, c'est une planche qui est assez ancienne parce que donc, l'idée, c'est que notre corps, donc c'est ce qu'on voit qui entoure, les lignes en pointillés qui entourent tout le corps, sont produites, comme le dit le HeartMath Institute, par notre cœur. Et notre cœur émet ce courant électromagnétique qui va se répartir autour de nous, passer par la tête, faire comme, c'est ce qu'on appelle un tore, hein, et rentrer par les pieds, et de même qu'il est émis par les mains, et de nouveau, donc il y a un cycle de circulation énergétique tout autour de notre corps. Donc c'est ça le corps énergétique, ce sont des courants de force qui sont à la fois terrestres et cosmiques, qui sont tout autour de nous. Donc ça fait comme un œuf en fait. On parle de l'œuf cosmique dans les traditions, mais cet œuf cosmique en fait c'est notre corps énergétique qui est comme un œuf dans lequel nous sommes, ou en tout cas qui émane de nous. Et à la fois, il y a des courants magnétiques tout au long des bras et des jambes. Donc, ce sont des courants latéraux, donc il y a des courants verticaux et latéraux. Et les plus importants, c'est ce que rapportent les traditions indiennes, c'est qu'on a trois courants principaux le long de la colonne vertébrale et sur la colonne vertébrale, qui sont les trois courants principaux, c'est ce qu'on appelle en Inde Ida, Pingala et Susuma. Ce sont les trois principaux courants énergétiques donc, qui sont pénétrés par les énergies de la terre et du ciel et qui viennent nourrir tout notre corps. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette représentation de ces courants énergétiques dans l'axe de notre corps, c'est exactement les mêmes que ceux que l'on retrouve dans le caducée. Donc, à mon sens, il y a quelque chose dans l'enseignement médical qui a été occulté, oublié, parce que c'est juste magique. Et en plus, dans le caducée, on a comme les ailes qui s'ouvrent. Et c'est ça, en fait, c'est que plus on est traversé par ces énergies, plus elles nous pénètrent et puis on est là pour, en fait, s'ouvrir. Tout à fait. Alors, au niveau vocabulaire, hein, pour qu'on soit bien d'accord, tu nous parles de corps énergétique, tu nous as également parlé de corps éthérique, tu nous parles aussi d'aura. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Alors, c'est la même chose, c'est le référentiel qui est différent. Donc, dans les traditions, on va parler d'aura, de chakra. En sciences, ils sont étudiés. On va parler de biochamp ou de champ électromagnétique et on va parler de centre d'énergie plutôt que de chakra. Et pour ma part, je suis assez vigilante sur les termes que j'emploie parce que si lorsque des conférences ou des cours, je parle d'aura et de chakra, ben, tout de suite, ça fait ésotérique et ce n'est pas pris en considération. Alors qu'il y a pléthore aujourd'hui de publications médicales qui ont défini le biochamp et qui ont défini les centres d'énergie. Donc, voilà, c'est important. C'est juste une question de sémantique, ça désigne la même réalité. Oui. Mais moi, j'invite toujours les praticiens à adapter le bon vocabulaire s'ils veulent vraiment être rationnels et être reconnus quelque part pour dire mais c'est pas n'importe quoi, c'est démontré aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, si tu te présentes à un congrès médical et que tu commences à parler de chakras, etc.,
ça va tout de suite grincer des dents, tout à fait. Donc, c'est intelligent de ta part et subtil de s'adapter, en fait. Hein. C'est un petit peu ça aussi la force, hein, c'est de ne pas vouloir convaincre absolument et de t'adapter aux circonstances pour, de l'intérieur, hein, faire gentiment bouger un petit peu les lignes. Alors, tu as pu, grâce à tes études, alors tu vas nous expliquer comment, tu as pu faire un tableau de correspondance des principaux organes du corps humain avec le champ énergétique. Donc, je vais présenter cette planche et tu vas nous dire, d'une part, comment tu as pu modéliser cela et qu'est-ce que tu en tires dans ta pratique. Alors, ça, c'est une représentation du champ d'énergie, mais qui est différente de l'aura pour le coup, parce que c'était une représentation qui a été obtenue avec un appareil qui est la caméra GDV BioWave, qui permet d'établir des bilans énergétiques. Donc, ce sont des travaux effectués par les Russes, et en particulier, ça repose sur les études des époux Kirlian, qui étaient des physiciens, et qui avait montré que lorsqu'on envoie une onde électromagnétique sur du vivant, bien, le vivant émet de la lumière. Et donc, ils ont développé toute une technologie qui permet de capturer la lumière émise par le vivant, donc y compris à l'homme. Et en fait, ce que l'on voit dans cette image, bien, le champ d'énergie est représenté en bleu clair, et avec cet appareil, il mesure la quantité d'énergie dans chacun des organes et systèmes, des organes internes et des systèmes biologiques. Et ça a été repositionné de façon à faire le champ d'énergie. Donc, c'est pas comme l'aura, parce que si quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles peut voir le champ d'énergie en couleur émise par une personne, il verra, ça ne peut pas être comparé au champ d'énergie donné par l'appareil parce que c'est une reconstitution à partir de l'énergie mesurée dans chacun des organes. Mais par contre, c'est d'une fiabilité extraordinaire puisque moi, je l'utilise depuis de nombreuses années. J'ai pu même mettre en correspondance des mesures faites avec cet appareil et des mesures avec des appareils médicaux, en particulier une IRM, qui m'ont montré vraiment que le bilan énergétique est le reflet de ce qui se passe dans le corps lorsqu'il y a un problème de santé. Donc, évidemment, c'est moins sensible qu'une IRM, mais je vois déjà dans le champ d'énergie, lorsqu'il y a une déformation du champ d'énergie, eh bien, ça interpelle parce que ça veut dire que lorsqu'on a un début de déformation du champ, la fréquence est en train de changer et que si on ne fait rien, ben, petit à petit, ça va s'inscrire dans la matière. Donc, le but, en étudiant le champ d'énergie de la personne, c'est de pouvoir anticiper un problème de santé et de pouvoir agir en amont avant de tomber malade. Donc, c'est un peu ça la force de cet appareil. D'accord. Et selon ton expérience, quelle fiabilité tu donnes à cette carte? Est-ce que cette carte, pour toi, elle est 100% validée, OK Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus de 700 publications scientifiques et médicales sur cet appareil qui permet de faire un bilan énergétique. Et le degré de corrélation entre ce que l'on peut voir avec cet appareil et une mesure avec des examens médicaux classiques est de l'ordre de 80%, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et est-ce que tu as eu l'occasion de travailler avec des magnétiseurs ou des énergéticiens ou des gens qui ont cette carte, mais de manière intuitive? Tu vois, là, tu nous présentes une machine, quelque chose de structuré, mais il y a toujours eu des guérisseurs, il y a toujours eu, tu vois, des magnétiseurs qui vont travailler sur le bon organe au bon endroit de manière totalement intuitive. Alors, ce que j'ai pu faire, c'est collaborer avec des magnétiseurs et j'ai fait des mesures avant et j'ai fait des mesures de la personne qui a reçu un soin en magnétisme et j'ai pu voir les modifications de la circulation d'énergie dans le corps. Oui, il y a un avant, un après. Donc, c'est utile pour ça aussi. Alors, après, pour le magnétisme, ça se voit assez rapidement. J'ai fait plein d'autres mesures, par exemple, après une séance de chiropraxie ou de kinésiologie ou de bain de lumière, juste après l'intervention, ce n'est pas toujours le meilleur moment parce qu'il faut un certain temps au corps de retrouver un nouvel équilibre. Ce que je dis toujours, c'est que les méthodes complémentaires, leur difficulté, c'est qu'elles sont basées sur la circulation d'énergie dans le corps. Et l'énergie, ça veut dire mouvement. Donc, l'énergie, elle se doit de circuler en permanence. Quand elle va commencer à ralentir ou à stagner dans le corps, les problèmes de santé vont commencer à apparaître.
Donc, lorsqu'on, par exemple, on fait une séance d'ostéopathie ou de chiropraxie, eh bien la personne, juste après, elle est complètement déstructurée parce qu'il va falloir un certain nombre d'heures ou de jours pour que le corps trouve un nouvel état d'être, une nouvelle organisation. Donc, avec l'appareil, eh bien, j'ai le départ, la mesure avant. J'ai fait des mesures juste après et je vois que le corps est complètement déstructuré. Et il faut quelques jours pour que le corps retrouve un nouvel état d'être et qu'il reconstitue tout son champ d'énergie, etc. Oui, c'est un bel outil et pour moi, ça permet de valider justement le travail des magnétiseurs. Enfin, maintenant, on n'en doute plus parce que on voit de plus en plus que dans les hôpitaux, les médecins orientent les patients vers des magnétiseurs ou les barreurs de feu pour enlever la douleur sur la radiothérapie. Donc, on voit bien que petit à petit, ça avance sur le terrain. Donc, ça c'est super. Mais quand on peut valider et faire des démonstrations, eh bien, pour un médecin, c'est plus rationnel et voilà, c'est important. Bien sûr. Alors, je sais que tu t'intéresses au yoga, au tai chi, au qigong, donc toutes ces techniques, on va dire, un peu énergétiques. Alors, est-ce que tu partages cette analyse que moi j'ai faite de manière totalement empirique à force de travailler sur des corps éthériques? Pour moi, l'énergétique prime l'organique. C'est-à-dire que, un peu comme tu viens de le dire, c'est la bonne circulation de l'énergie qui, par rebond ou par ce que tu veux, fait qu'il y a une bonne circulation sanguine, un bon influx nerveux, un bon système lymphatique, etc. etc. Est-ce que tu partages cette analyse? Donc, l'énergétique prime l'organique. Ah, je partage complètement. Quand je citais tout à l'heure l'exemple de la cellule qui se divise, tu vois, l'œuf fécondé, une cellule unique se divise, et puis à un moment donné commence à prendre forme dans la matière. Ça veut dire que les cellules, elles sont guidées comme par une trame énergétique. Donc pour moi, notre corps énergétique préexiste à notre corps matière. Donc c'est lui qui a toute l'information. Et le corps énergétique, on pourrait dire aussi, c'est notre champ d'information personnel. Il connaît tout de nous depuis le début. Donc pour moi, c'est une évidence. L'énergie préexiste à la matière. Et aujourd'hui, on ne peut plus simplement soigner quelqu'un en prenant uniquement en compte son corps matière. Il est nécessaire de passer d'un step supplémentaire et de considérer le corps d'énergie parce que c'est un champ d'information. Et en changeant l'information ou en changeant la fréquence vibratoire de notre corps d'énergie, évidemment, ça va avoir des répercussions sur notre corps physique, puisqu'ils sont intimement intriqués. Oui. Alors, tu as sur ton site, hein, j'ai trouvé une illustration qui m'a parlé. Hein, votre corps connaît la solution. Hein, donc, ça, pour moi, c'est vraiment le cœur. Hein, c'est pour moi d'une justesse absolue. Notre corps connaît tout. Il connaît la solution, il connaît éventuellement l'origine du blocage, mais il connaît effectivement la solution. Et en fait, pour moi, notre corps matière, c'est notre banque de données. Il connaît absolument tout de nous. Donc, en l'interrogeant, on va savoir directement où sont les problèmes et où sont les solutions. Tout à fait. Tu vois, depuis quelque temps, j'ai tendance même à dire que notre corps, c'est comme notre inconscient cristallisé. Oui. Il a notre inconscient qui a pris forme dans la matière. Donc lui, il sait. Oui, oui. Oui, on le voit aux crispations, aux tensions, au blocage physique, physiologique, articulaire, bien évidemment. Hein, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Notre corps physique symbolise notre état d'être intérieur. Hein, c'est bien évident. Ouais, c'est bien évident. Et est-ce que, à contrario, travailler sur le physique peut améliorer l'énergétique? Oui. Pourquoi? Parce que tous nos corps sont interconnectés, intriqués. Tu vois, pour moi, on a un corps matière, physique, avec des cellules, on a un corps émotionnel, on a un corps mental et en fait, on a un corps énergétique. Et ils sont tous intriqués les uns dans les autres. Donc, quand tu vas travailler sur le corps physique, évidemment, tu vas influer les autres corps et vice-versa. Quand tu vas travailler en énergétique, tu vas faire du bien aux autres corps. C'est pour ça que je dis toujours, lorsqu'une personne est sur un chemin de retour à la santé, il est nécessaire de travailler simultanément sur tous les corps. C'est-à-dire que la médecine va s'occuper du corps physique très très bien, mais en même temps, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel. Et pour moi, depuis le temps que j'accompagne les personnes, la racine de nos problèmes de santé, elle est psycho-émotionnelle. Et après, il faut travailler aussi sur le corps énergétique. Donc, il faut travailler tous ces corps de front pour accélérer le retour à la santé.
Oui, c'est un petit peu le tai chi ou le qigong, hein, puisque ce sont des mouvements corporels qui vont Mm. améliorer le système énergétique. Donc, on est bien, les Chinois l'ont compris il y a bien, bien longtemps. Et c'est dommage que, et je sais que dans les entreprises, on le voit, hein, dans les entreprises, il y a des pauses, pause qigong, pause tai chi, Ah, ça, c'est où chouette. hein, entre midi et deux, ils vont faire leurs exercices. Et ça, c'est extraordinaire. En niveau de prévention des maladies, prévention euh, des maladies, donc on va dire articulaires, musculaires, hein, que tu connais sûrement très bien, ça me paraît une super solution. Mais même au niveau de notre état émotionnel ou Bien sûr. psychologique, c'est le Bien sûr. mouvement. Dès qu'on se met en mouvement, que l'on on va marcher dans la nature ou que l'on fait du sport, eh bien, on favorise la circulation d'énergie et donc ça se ressent sur tous les plans. Ouais. Alors, pour illustrer l'impact de l'émotionnel sur notre corps énergétique et par rebond sur notre corps physique, tu nous présentes une planche un petit peu plus loin dans ton livre que je vais diffuser. Voici donc une personne qui subit, donc qui avait un champ énergétique totalement cohérent sur la partie donc gauche de l'écran, et puis suite à un choc émotionnel, à droite, on voit que ce corps éthérique a morflé, hein. Mais voilà, quand on a des chocs émotionnels, euh, on a une perforation du champ d'énergie. C'est-à-dire quand il y a des perforations, eh bien, certains organes ne sont plus alimentés correctement en énergie. De ce fait, si ça dure pas trop longtemps, ben, c'est gérable, mais si ça dure trop longtemps, la maladie va s'installer. C'est pour ça que remettre l'énergie en mouvement, mais partout dans le corps, c'est extrêmement important. Si les personnes qui nous écoutent pouvaient retenir que l'énergie, c'est mouvement. Donc, il nous est demandé d'être en mouvement tous les jours. Et c'est pour Ouais. ça qu'une pratique, ne serait-ce que 20 minutes de marche, d'aller dans la nature ou de faire une activité sportive, c'est extrêmement important pour maintenir ce flux d'énergie, la cohérence. Parce que ce qui est important dans ce flux d'énergie qui nous traverse en permanence, c'est la fluidité et la cohérence. Parce qu'on peut aussi avoir de l'énergie qui circule, mais qui est décohérente. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'énergie très abondante dans le foie, un peu moins au niveau de la rate, ou un peu moins dans les pieds, et puis beaucoup au niveau de la tête. Et il y a de l'énergie, mais elle n'est pas fluide. Et au bout d'un moment, le fait qu'elle ne soit pas fluide et cohérente, eh bien, ça va aussi impacter certains organes. Donc, c'est vraiment cette notion de mettre l'énergie en mouvement, et puis, plus on l'entretient, plus elle trouve sa fluidité, sa cohérence. Oui. Et ça nous Alors, aide de toute façon oui, bien à sûr. retrouver le moral, à apaiser nos émotions, etc. C'est toujours revenir à notre corps physique. C'est notre plus bel outil d'existence et moi je dis d'éveil spirituel. Tout à fait. Sauf qu'on vit dans une culture, tu vois, où on est tous dans notre tête, parce qu'on fait maintenant plus de travail avec notre tête qu'avec nos mains. Et de ce fait, on est de plus en plus déconnecté du sol et de moins en moins ancré. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de maladies psy. Parce que les gens ont perdu la connexion à la terre et ils n'ont même plus la sensation de leur corps physique, ni même de leurs émotions. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et ça, je le vois en spiritualité, hein, notamment dans notre milieu spirituel, où le corps physique est laissé, en fait, c'est la dernière roue du carrosse quelque part, hein. On veut faire des voyages astraux, on veut faire des expériences spirituelles, on veut pas cette incarnation, la matière c'est mal, le corps c'est mal. On est vraiment passé dans un truc qui est complètement à l'envers. C'est plus de la spiritualité, c'est du perchage, c'est de la fuite. Qu'est-ce que tu penses de ça, Florence? Mais je me bats contre ça parce que je fréquente pas mal de praticiens. Et ce qui me désole, c'est que, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui s'échappent, en fait, qui veulent, comme tu dis, faire des expériences d'état modifié de conscience avec des contes. C'est très à la mode en ce moment, faire des voyages hors du corps, etc. Mais la priorité, c'est pas là. On est incarné sur Terre. Donc, plus on va être incarné, plus on va vivre notre incarnation, plus on va utiliser notre corps, et plus on va mettre à notre âme, entre guillemets, d'évoluer, puisqu'on est quand même venu pour faire quelque chose sur cette terre. Mais oui, on peut faire ce genre d'expérience, mais pas en permanence. On a besoin d'avoir les pieds sur. Sinon, je dis toujours, on aurait un corps éthérique, on n'aurait pas un corps matière. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et je me bats un peu contre ça parce qu'il y a de nombreux praticiens qui travaillent qu'avec l'énergie, ne voient que l'énergie, etc. Oui, la preuve, c'est que j'en parle. Mais on a d'autres corps et notre corps physique, c'est la base. C'est Bien la sûr. base, on ne peut pas l'oublier.
Bien sûr. Et donc, je suis content que tu rappelles ça parce que c'est un peu oublié aujourd'hui. Hein. La spiritualité est tellement partie dans différentes directions qu'on en oublie la base. On en oublie la base qui est, voilà, j'ai un corps qui est mon véhicule pour faire ces expériences et tout ça a un sens. Alors, bien sûr, des fois, l'expérience est pénible. On traverse tous des périodes, on traverse tous des ouragans intérieurs à des moments donnés. Bien évidemment, l'expérience n'est pas simple, mais ce n'est pas une raison non plus pour aller s'échapper dans d'autres dimensions et oublier effectivement cette première dimension. Alors, Florence, j'ai reçu il n'y a pas longtemps quelqu'un que tu connais peut-être qui s'appelle Christian Flech. Je l'ai reçu à plusieurs reprises. Et donc, Christian Flech et de nombreux auteurs dans ce qu'on va appeler le décodage biologique des maladies, que tu as sûrement étudié, proposent un peu un sens, on va dire, entre l'émotion, le choc émotionnel et l'organe atteint. C'est-à-dire qu'ils ont tiré des conséquences. C'est parti un petit peu des travaux de Hammer, hein, si tu te rappelles, dans les années 80, hein, quand le fils du roi, du prince héritier, je ne sais plus, de Sicile ou de Piémont-Sardaigne, a tué quelqu'un par accident. Et ce garçon qui est mort, donc les parents ont déclenché, le papa a déclenché un cancer du testicule et la maman un cancer du sein. Et de là, il lui est venu l'idée de dire, ce choc émotionnel, donc en l'occurrence la perte d'un enfant, d'un fils, a eu comme conséquence le cancer du testicule chez l'homme, symbole bien sûr de la reproduction, et le sein chez la mère. Alors, est-ce que toi, Florence, à ton niveau, tu as cartographié, identifié différents types de chocs émotionnels qui atteindraient systématiquement tel ou tel organe? Alors, pour être honnête, moi-même, je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, j'utilise ce qui est paru. Il y a les travaux de Christian Flech, il y a les travaux de Claudia Rainville, les travaux de Jacques Martel. Donc, en fait, je m'inspire qui ont fait tout un travail de fond sur le sujet. Mais leurs travaux montrent bien qu'un choc émotionnel est inducteur de maladie. Et c'est pour ça que quand on est malade, eh bien, c'est d'aller retrouver quel est le choc émotionnel. Parce que, bon, des fois, on en est conscient, mais des fois, on n'en est pas conscient. Parce que des fois, il y a un choc émotionnel, tu sais, très fort, qui est unique. Donc, on sait que c'est cet événement-là. Mais des fois, ce sont des chocs émotionnels, tu sais, faibles ou modérés, mais qui sont répétés, qui sont chroniques, qui fait qu'au bout d'un moment, ils s'ajoutent les uns aux autres et qui fait que ça fait une montagne comme ça. Et que la personne, et là, elle a du mal à trouver la racine de la racine. C'est là où elle a besoin d'aide pour trouver, justement, en interrogeant le corps, où se trouve l'origine de la problématique. Mais pour moi, c'est une évidence que nos émotions, qui sont des énergies extrêmement puissantes, et que si elles ne sont pas bien intégrées, bien digérées, eh bien, ça peut engendrer des problématiques. Oui. Donc, travailler sur le corps physique à ce moment-là, oui, c'est très important, mais en même temps, aller chercher au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. En général, ce sont des événements de vie qu'on a du mal à intégrer. Oui, bien sûr. Ce qui va compter aussi, c'est la manière dont on gère l'émotion. Comme tu viens de le dire à l'instant, c'est pas tous les papas ou tous les mamans qui perdent un enfant ne vont pas développer systématiquement un cancer du testicule ou du sein. Et moi, ce que j'ai compris aussi à travers mes travaux énergétiques, c'est la manière dont on se laisse traverser par cette émotion, c'est-à-dire la manière dont on va l'accueillir. Est-ce que je me laisse vraiment toucher, traverser? Est-ce que j'éprouve cette peine immense de perdre un enfant, qui est une douleur énormissime? Ou est-ce que je la refuse? Ou est-ce que... Et là, ça pourrait cristalliser. Est-ce que tu partages cette analyse? Oui, je partage complètement. C'est qu'on ne nous a pas, enfin, je parle au moins pour ma génération, on ne nous a pas appris à identifier nos émotions, à les nommer, et même on nous a interdit de vivre. Oui, de les vivre. Ouais, bien sûr. Donc, ça veut dire on s'est coupé de nos émotions. Et donc, aujourd'hui, les personnes, lorsque les émotions sont trop fortes, ils préfèrent les étouffer plutôt que de les vivre pleinement, comme tu viens de dire, de se laisser traverser par l'émotion pour pouvoir ensuite les libérer. Tu vois, moi, dans mon bureau, je vois majoritairement des personnes, on prend notre corps pour une poche à émotions. Donc, quand on a 20 ans, ça va à peu près, mais quand on a 60, et tu as fait 60 ans que tu gardes toutes les émotions refoulées qui sont intenses, le corps, au bout d'un moment, il dit, non, là, je ne peux plus gérer ça. Et donc, si ça ne sort pas par le verbe,
eh bien, ça va sortir par le corps physique et c'est là où la maladie se déclenche. Et donc, tu vois, ces dernières années, la tendance est en train de s'inverser puisqu'on voit apparaître de plus en plus de livres, tu sais, pour éduquer les enfants à Oui, mettre des mots sur les émotions, à les ressentir, à les exprimer parce que c'est le bon chemin pour moi. c'est C'est essentiel, oui, c'est essentiel. pour Oui, tout à fait. éviter d'accumuler trop de choses à l'intérieur de soi. Oui. Donc effectivement, c'est apprendre ou réapprendre à verbaliser, à mettre des mots et puis à en parler. Parce que c'est le verbe qui va permettre de libérer tout ça. Mmh. Tout à fait. Alors, sur l'exemple donc, que tu nous mets dans ton livre, hein, donc on voit que la personne, donc, suite à ce choc émotionnel, alors il faudrait qu'on reprenne la planche des organes qui est juste Oui, avant, mais tu as un petit peu plus loin un exemple illustré donc, où tu mets là les organes atteints. Donc, par exemple, dans ce champ énergétique-là, on voit qu'il y a trois organes touchés, donc les glandes mammaires, mmh, le système respiratoire également, le jéjunum, donc une partie du système digestif, et puis les vaisseaux coronaires, qui mmh. sont là, carrément il y a un gros trou dans ce. Ouais. Oui, et je me souviens très bien de cette dame parce que cette dame, elle avait une insuffisance cardiaque, non, une arythmie cardiaque Ah sévère oui. depuis plus de 10 ans. Et ce qui était intéressant, c'est que donc là, on voit bien que les vaisseaux coronaires, donc que le corps matière est vraiment impacté, elle est malade, c'est vrai. Mais par contre, au niveau émotionnel, alors ça c'était une autre planche, mais au niveau émotionnel, cette dame, elle gérait bien sa maladie. Ça veut dire que, enfin, là pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais il me permet de voir à la fois le corps physique matière et de voir le corps psycho-émotionnel. Je peux faire la distinction. Et donc, sur l'analyse du champ psycho-émotionnel, j'avais un très très beau champ d'énergie, ce qui m'a fait dire en fait que elle est malade, puisque le corps le montre, le champ perforé me le confirme, mais à la fois, elle gérait très très bien sa maladie, parce au niveau psycho-émotionnel, j'avais un champ qui était très très beau. Euh, donc, voilà, donc c'est très représentatif quand on a des perforations du champ d'énergie, quand il y a un manque d'énergie, là la matière est déjà impactée. Alors Alors, après, moi, ce sont mes croyances aussi. Moi, je pars du sûr. principe, tu vois, que le corps, il fabrique des cellules tous les jours, à chaque instant, et il y a des cellules qui meurent à chaque instant. Donc, c'est un système dynamique, évolutif en permanence. Et donc, moi, je pars toujours du principe que on a la capacité à inverser toute problématique de santé. Mais tout dépend de nos croyances. Et on a tellement été bien éduqués dans le faire de dire, bah, de toute façon, vous savez ça, vous finirez votre vie comme ça. Non, moi je ne pars pas de ce principe, puisque le corps, il est toujours en train de se recréer en permanence. Donc, il est aussi capable de recréer là où il y a un état de santé, là où il y avait maladie. Oui. Moi, Non. j'ai une anecdote à ce sujet, Florence, qui va complètement aller dans ton sens. Moi, je suis un grand myope. Et tu sais, alors moi, je jouais au football quand j'étais jeune et j'étais bon au foot. Et les lunettes étaient vraiment un handicap. J'avais -12. Donc, tu vois, même les lentilles étaient compliquées à gérer. Donc, ça a été un frein très, très fort pour ma progression et pour mon épanouissement sportif. Et donc, dès le début des années 90, j'avais un jeune ophtalmo, qui voulait absolument m'aider. Et dès que les premières opérations laser sont sorties, m'a proposé un petit peu d'être cobaye. Moi, je n'avais pas conscience d'être cobaye, mais il n'y avait pas le recul, tu sais. Donc, il m'opère et je sors de l'opération. Il me dit, je vous ai surcorrigé. J'avais 14 dixièmes. Imagine le truc. Je suis passé la veille de -12. Je rentre à la clinique, j'ai -12. 2-3 jours après, je suis à 14. Tu vois l'écart. Je revivais, je voyais la vie, je voyais les arbres, les nervures d'une feuille, les pierres dans l'eau, parce que moi j'habite à Nice, donc on a la mer. Tu vois, et puis, le défaut est revenu. Et c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le travail qui va avec, parce que moi je suis persuadé que cette myopie que j'ai contractée très jeune, que j'ai créée, je pense, je pars même de ce postulat, très jeune, si je n'ai pas réglé le conflit émotionnel qui va avec, mes cellules qui sont intelligentes, cette usine à reconstruire de la cellule, hein, va le recréer avec le défaut, forcément. Et Oui. le temps que la cicatrisation se fasse, le défaut va revenir. Alors, tu vois, quand j'entends ce genre d'histoire, j'ai toujours envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé en transgénérationnel? Est-ce que c'est, il y a eu
parents ou des grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont des problèmes au niveau des yeux. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une information qui est transmise de génération en génération. Mais cette information, c'est aussi lié à un traumatisme vécu par les ancêtres. Et que tant que quelqu'un ne va pas identifier qu'est-ce qui s'est passé chez l'ancêtre pour pouvoir inverser la problématique. En fait, je pense que tu as un marqueur épigénétique qui s'est transmis de génération en génération et jusqu'à ce que tu trouves l'énigme. Et je pars du principe qu'il ne faut jamais désespérer, jamais persévérer, jamais lâcher l'affaire parce qu'à un moment donné, tu sais, tu rencontres une personne qui t'amène d'autres personnes et à chaque fois, chaque praticien va te faire progresser un tout petit peu, puis à un moment donné, ça va se réouvrir. Oui. Donc, ouais. J'avais une autre question que je veux poser donc, au docteur Florence Pousset, la scientifique. Est-ce qu'il, là, on est parti sur le principe que toute maladie, entre guillemets, est d'origine émotionnelle ou psychogénéalogique, peut-être karmique, bon, ça c'est un autre sujet, on l'aborde ou pas, si tu as envie d'y aller, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y aurait, à ta connaissance, des maladies purement génétiques, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est un défaut de la nature, ou est-ce que ça n'existe pas, le système est tellement parfait que si défaut il y a, c'est qu'il y a une raison derrière. Oui, pour moi, c'est même dans les maladies génétiques, il y a une raison derrière. Parce que les gènes, notre ADN, c'est un programme. C'est comme on pourrait, tu vois, l'assimiler à un programme informatique. Et il y a quelqu'un qui code derrière. Donc, on pourrait changer le code pour changer l'information et donc récupérer. Donc, tu vois, dans mon entourage, j'ai une maman qui a 3 enfants. Les 3 enfants sont atteints d'une maladie génétique. Je ne me rappelle plus sur quel organe ça se portait. Et il y a une de ses filles qui a fait tout un travail sur elle en profondeur parce qu'elle voulait comprendre pourquoi il y avait ça dans la famille, etc. Eh bien, elle n'est pas malade, elle n'a pas développé, alors que les 2 autres sont malades. Ça prouve bien qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais comme je dis, ce sont mes croyances. Les gens peuvent se dire, ouais, c'est un peu exagéré de dire ça parce que quand on est malade, oui, mais on n'est pas malade pour rien. Donc, il y a toujours une raison et ne pas lâcher pour chercher. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, c'est dans le transgénérationnel. Et comme tu dis, ce n'est pas dans le transgénérationnel, c'est peut-être une mémoire d'âme. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps physique, c'est aussi le temple de notre âme pour qu'elle puisse évoluer dans cette dimension et expérimenter autre chose qui va la faire grandir. Donc, ça peut se situer dans plein de domaines différents. Alors, ce fameux transgénérationnel qui semble si important, tu n'es pas la première à en parler, Christian Flech en parle et beaucoup en parlent. Comment est-ce qu'on peut travailler dessus? Est-ce qu'on peut en avoir conscience? Tout à l'heure, tu m'as dit c'est sûrement quelque chose dans ta lignée familiale. Si tu reçois quelqu'un comme moi, est-ce que toi, tu as, je ne sais pas, une information sur mon transgénérationnel? Est-ce que tu vas étudier les dates? Comment tu travailles à ce niveau-là? Alors, en fait, le travail sur l'arbre généalogique, il y a énormément de clés pour chacun d'entre nous. Et à un moment donné, on est tous amenés à plonger dedans. Donc, l'idée, c'est de faire dessiner l'arbre généalogique. Alors, moi, j'ai un exercice très, très, très simple que j'aime beaucoup. Tu vois, les personnes arrivent, quand je sens que c'est ça qui est à travailler, donc je leur dis, voilà, je vous donne 3 minutes et vous me dessinez votre arbre généalogique et je ne vous donne pas d'autres informations. Puis je laisse la personne, alors elle me pose des questions, je dis, non, mais faites comme vous voulez, puis on parlera après. Et en fait, en 3 minutes, elles n'ont pas le temps de réfléchir. Et c'est l'inconscient qui pose sur la table où sont les problèmes. Et après, je leur montre comment on dessine un arbre généalogique, parce que c'est quelque chose de très organisé, où tout le monde va être nommé, tout le monde va être à sa place. Et quand l'arbre est vraiment tiré au cordeau, et bien où tout le monde est à sa place, je dis toujours, on remet l'énergie en mouvement dans les lignées, et donc tu récupères de l'énergie pour toi. Et après, il y a toute une exploration de cet arbre. Qu'est-ce qu'ont fait mes aïeux, est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, etc. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme trauma, parce que ça nous impacte directement. Je vais te donner un exemple, parce que c'est celui que je vois le plus souvent. Lorsque j'ai une femme dans mon bureau qui me dit, voilà, j'ai perdu un enfant, alors que ce soit par fausse couche ou IVG, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est ce que j'ai observé, c'est qu'au-dessus, les femmes de la lignée ont perdu des enfants.
C'est juste étonnant. Donc la mère en a perdu, puis elles l'ont pas forcément dit à leur fille, les grands-mères ont perdu des enfants. Donc en fait, ça descend dans la lignée jusqu'au jour où il y a une femme qui dit: «Stop, ça ne passera plus par moi et maintenant moi je veux avoir des enfants». Ça ou enfin, les traumatismes, il faut savoir que les traumatismes de nos aïeux, s'ils n'ont pas été, bien intégrés par nos aïeux, se transmettent de génération en génération et donc nous sommes les héritiers, à la fois de leur capacité, mais aussi de leur trauma. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire là, dans l'étude du transgénérationnel et après si c'est pas suffisant, bah, alors après il faut remonter plus loin dans nos mémoires et travailler après avec, l'âme. Et Ok. ça, parce que l'âme a la mémoire de nos vies passées, si on y croit, pour ceux qui y croient. Et donc après, c'est un travail encore sur un niveau supérieur. Donc en fait, tu vois, on part du corps physique, on a parlé du corps émotionnel, du corps mental, du corps énergétique, mais l'âme, c'est de l'énergie à l'état pur et elle a plein de choses en mémoire aussi. Donc en fait, je dis toujours, nous sommes des êtres multidimensionnels. Il y a tu vois, une multidimensionnalité physique, parce que notre corps, il est constitué de plein d'organes, donc c'est une première multidimension qui sont tous en interconnexion. Et ensuite, nos corps énergétiques qui vibrent à différentes fréquences, eh bien, œuvrent, on va dire, dans des dimensions différentes. Et là, ça fait appel à des notions de la physique, parce que les physiciens nous disent qu'il existe plein de dimensions dans l'univers. OK, mais ces dimensions, ce sont des états vibratoires différents. Et on a tous ces capacités-là. Sauf qu'on n'est pas éduqué, on ne sait pas s'en servir, on ne sait pas s'y connecter, on ne sait pas les ressentir, etc. Et c'est aussi ça qui est en train d'arriver dans le changement que nous vivons. C'est que lorsque nous nous intéressons à notre corps d'énergie, eh bien, nous allons être amenés à nous intéresser à cet univers multidimensionnel. Et donc, je dis toujours, j'ai Florence qui est là, assise, mais j'ai plein d'autres Florence qui sont dans d'autres états vibratoires et fréquentiels que je ne vois pas ou que je peux ressentir et qui œuvrent simultanément dans d'autres dimensions. Donc aujourd'hui, on en est là. Alors c'est un peu précurseur, ça peut sembler perché, on y revient, mais de ce fait, je m'appuie sur les travaux des physiciens. Tu vois, je m'amuse beaucoup parce que j'apprends énormément de choses. Je suis amenée aussi moi j'ai une formation en neuroimmunologie, en neurosciences, donc tout ce qui touche à la biologie, c'est facile. Mais je m'amuse aussi à lire des publications médicales en physique, en mathématiques, dans d'autres disciplines, parce que ça me permet de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et tu connais le dicton de Socrate, c'est tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Donc tout ce qui a été découvert dans l'univers, on a la même chose à l'intérieur de nous. Donc quand les physiciens me disent, ben, il y a plein d'autres dimensions, s'il y a d'autres dimensions et que moi je suis capable de vibrer à plein de fréquences différentes, je suis sûre que j'ai une autre existence dans d'autres dimensions, mais que nous sommes tous interreliés. Donc, mais tu vois, je dirais c'est avant-gardiste comme notion, parce que déjà, si on n'est pas ouvert à l'énergie pour notre corps humain, aller dans ces espaces-là. Mais bon, j'essaie de rationaliser parce que les physiciens m'aident beaucoup pour ça. Ouais. C'est passionnant parce qu'on voit toute l'évolution d'une personne comme toi. Donc, avec ta formation scientifique au départ, tout ton parcours que j'ai présenté en introduction, et arriver aujourd'hui à nous parler de multidimensionnalité, d'âme, c'est magnifique. Moi, je trouve ça génial. Et c'est ça que j'ai envie d'incarner. Et c'est pour ça que je suis content que tu sois là aujourd'hui avec nous, parce que tu fais partie de ces personnes équilibrées, qui ne sont pas dans une dualité haut-bas, corps, esprit, etc., mais dans une recherche de cohérence, d'unité et d'aller chercher effectivement l'origine de certaines choses à d'autres niveaux et nous montrer que c'est possible en fait. C'est ça qui, en fait, qui paraît un peu incroyable. C'est vrai que quand on nous dit il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs Didier, il y a un Didier qui est journaliste quelque part, il y en a un qui est footballeur quelque part, tu peux te brancher sur un autre, ça paraît un peu foufou, quoi. Si on parle d'un point de vue vibratoire, de fréquentiel, pour moi, c'est cohérent. Parce que j'ai mon corps matière, c'est celui qui vibre à la fréquence la plus basse. C'est pour ça que nous sommes matière visible et palpable. Mais à partir du moment où on commence à élever notre taux vibratoire, eh bien, on vibre à d'autres fréquences. Et donc, on est également dans d'autres espaces-temps. C'est ça, les autres dimensions. Tu sais, je vais raconter une anecdote, je la raconte peu souvent, mais
Il y a quelques années en arrière, j'ai été faire une retraite avec Joe Dispenza, que tu connais. Et, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. J'ose même maintenant le dire, avant je n'osais pas trop, mais pourtant c'est ce que j'ai vécu, c'est vraiment mon vécu. Et je me souviens, à la fin d'une méditation, il disait, bon, je vais vous laisser quelques instants, je vais arrêter de parler. Et donc, comme je pratique le yoga depuis l'âge de 25 ans, tu sais, au yoga, il y a des techniques où on t'apprend à sortir de ton corps, les fameuses, de ce dont tu disais tout à l'heure. Mais bon, c'est une technique, ça s'apprend, ça ne se fait pas juste comme ça, il y a quand même, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais en profiter, je sors de mon corps, je vais aller me promener dans l'invisible, en fait. Et là, c'est juste incroyable. Et dans l'invisible, je rencontre Dispenza. Et à un moment donné, je vois lui, et je vois 12 Dispenza, les uns derrière, tu sais, comme les poupées russes. J'étais là, wow, je me suis dit, mais cet homme, il est multidimensionnel. Et c'est à partir de là, je me dis, ça a changé ma vision des choses. Parce que c'est là où je me suis ouverte en me disant, on peut vibrer à des fréquences différentes et donc exister sur d'autres plans. Parce que je l'ai vu je suis loin d'être, je suis rationnelle, mais je l'ai vu et ça m'a ouvert en me disant, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup cherché en physique, parce que quand les physiciens te disent on a plein de dimensions, c'est forcément notre terre-mère, la matière, elle aussi vibre sur d'autres dimensions, dans d'autres états fréquentiels, et on peut se connecter à ça. C'est ce que font les chamans, c'est ce que font, tu vois, les états modifiés de conscience, c'est très à la mode en ce moment. Et bon, c'est connu depuis la nuit des temps, les chamans de tous les continents travaillent avec la transe et les états modifiés de conscience. Et ça permet, ces états modifiés de conscience, de lever nos barrières et justement d'accéder à d'autres espaces, donc à d'autres dimensions, et d'avoir aussi une réalité dans ces dimensions. Mais pour vivre ça, il faut être quand même bien justement ancré, parce que sinon, il y a des personnes qui peuvent psychologiquement, comment je vais dire, décompenser. Ouais. C'est pour ça que j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on rentre dans ce monde de l'énergie, de l'invisible, etc., il est très important d'être bien ancré. Parce que quand vous êtes bien ancré dans le corps matière, oui, vous allez pouvoir aller faire ce genre d'exploration. Parce que sinon, c'est un danger pour vous. Parce que quand après vous revenez ici, vous êtes complètement déconnecté et il est impossible de reprendre une vie normale. C'est pour ça que moi j'insiste toujours là-dessus, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai bien aimé le mot que tu as prononcé, une spiritualité ancrée. Mais c'est exactement ça. Je partage complètement. Oui, c'est curieux parce que voilà, les auditeurs ne savent pas, mais on enregistre cette émission juste après l'émission que j'ai fait avec Marco Burb, le spécialiste de la sortie de corps. Donc, on a parlé il y a 2 jours, pendant 3 heures et demie de sortie de corps, d'autres dimensions, etc. Donc, tu vois, on est complètement Oui. en corrélation et c'est une suite logique qui se met en place. Et puis, Joe Dispenza, je le cite aussi souvent dans mes conférences et je sais, et il propose des vidéos où il montre des guérisons spectaculaires de participants sur des pathologies que nous, en médecine traditionnelle, on dit comme incurables, telles que la sclérose en plaques, par exemple. Alors, j'ai une double question pour toi, Florence. Est-ce que, selon toi, c'est vrai, c'est possible? Et deuxièmement, j'ai aussi lu il n'y a pas longtemps le livre de Didier Van Covelart, qui est un écrivain que tu connais sûrement, niçois, qui a eu le concours, il me semble, et qui a fait un livre sur les miracles. Je ne sais pas si tu as lu ce livre, en tout cas, il est passionnant. Et donc, il a étudié les miracles, notamment à Lourdes et dans les grands lieux de pèlerinage. Et il est médicalement, scientifiquement prouvé des guérisons hallucinantes, telles que des paralysies. Alors, ma question qui est derrière, c'est donc pour la partie Joe Dispenza, est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Et pour les miracles qui sont vraiment avérés, quel est le processus qui est derrière? Est-ce que tu as une idée pourquoi le miracle existe et quel processus il va prendre? Alors, le processus, je ne sais pas, mais bon, pour avoir été en retraite avec Dispenza, il y a énormément de personnes qui témoignent, qui ont fait, tu vois, il y a des personnes qui viennent avec des cancers, qui font une retraite d'une semaine, elles rentrent chez elles refont des examens, il n'y a plus rien. Eh bien, le processus, on pourrait dire, c'est exactement ce dont on parle depuis le début, c'est parce que c'est énergétique et que l'énergie porte une information et que l'énergie préexiste à la matière. Et donc, il y a eu vraiment un changement vibratoire, changement d'énergie de la personne, changement de l'information qui s'est inscrite dans le corps physique. Et l'énergie est d'une puissance extraordinaire. Donc pour moi, c'est vrai, en plus Joe Dispenza s'évertue à démontrer justement
en travaillant avec des scientifiques et des médecins à côté, que c'est vrai. Donc ça va dans le même, enfin, dans tout ce que nous discutons depuis un moment, c'est que l'énergie préexiste à la matière et la puissance de l'énergie peut transformer la matière. Et donc à arriver à enfin, ce que tu appelles à des guérisons spontanées, voire des miracles. Pour moi, ça, c'est une évidence et c'est ce vers quoi nous allons aller de plus en plus. Mais pour ça, il, il faut que la personne soit ouverte, c'est-à-dire qu'elle accueille le plus possible, parce que dès que les croyances limitantes de la personne viennent, et Dieu sait si les croyances sont puissantes, eh bien, la personne met un barrage et l'énergie peut être puissante et passer, et ça reviendra, on ne pourra pas passer. Donc, c'est vraiment être dans l'accueil et de dire que tout est possible. Moi, c'est mon leitmotiv. Dans la vie, tout est possible. Alors, dans le cadre de Dispensa, donc les stagiaires qui ont payé, qui vont faire des stages, ok, ils sont mis dans ce truc-là. Mais un miracle, une personne va à Lourdes, on la jette dans une piscine, c'est fini, la paralysie n'existe plus. L'aveugle voit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait se passer à ce moment-là? Alors, quand on fait dans les bains de Lourdes, parce que moi, j'y suis allée, alors déjà à Lourdes, c'est un lieu sur Terre qui est quand même particulier, avec une énergie très très forte. Donc déjà, il y a tout le contexte, on va dire, géobiologique, avec la puissance vibratoire du lieu. Ensuite, il y a l'eau de Lourdes, parce que l'eau, c'est un support d'information. Donc, elle doit être informée avec des fréquences, avec de l'information qui fait que lorsqu'on peut se connecter à ça, eh bien, il va y avoir c'est comme si on réinformait tout le corps, toute l'eau du corps, et que la guérison est possible. Effectivement, moi, pour mon expérience personnelle, quand je suis allée à Lourdes il y a quelques années pour justement aller dans les bains de Lourdes, c'est un ami magnétiseur qui m'avait emmené, et puis je n'avais pas trop envie de faire, donc j'ai dit j'y étais, je dis j'essaye. Donc je fais les bains de Lourdes, ça, et puis comme j'étais sortie avant lui, je me dis, tiens, je me pose au bord de la rivière, je me mets en méditation en attendant. Et là, c'était juste magique, je me mets en méditation et je suis partie hyper alignée, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Et en fait, tu sors de là, je sais pas, c'est comme si on t'avait régénéré jusqu'au cœur de la cellule. Donc, c'est énergétique. Je sais pas l'expliquer, mais pour moi, c'est l'énergie à l'état pur qui est d'une telle puissance qu'elle est apte à transformer la matière. Tu sais, ça rejoint beaucoup les travaux en ce moment. C'est un petit peu différent, mais c'est ressemble. Regarde, aujourd'hui, la science a démontré que les fréquences sonores modifient la matière. Les sons sont capables de modifier l'organisation de la matière. Et c'est pour ça que depuis des millénaires, il y a des danses, il y a des chants, il y a des tambours, etc. Parce que les fréquences musicales peuvent réorganiser. Donc c'est pareil, c'est de l'énergie. Et quand on trouve la bonne fréquence, et bien ça permet de réaligner toutes nos cellules, toutes nos vibrations. Parce que quand on est malade, eh bien, on a une fréquence vibratoire qui est dissonante, qui est décohérente, qui n'est pas fluide. Mais si quelqu'un trouve la bonne fréquence, les cellules, elles vont se réaligner et hop, elles retrouvent leur fonctionnement donc de pleine santé. Tu vois, on rentre dans un monde qui est juste magique et qui va nous faire avancer et qui va nous faire des découvertes énormes. Mais par contre, ça nous oblige, nous, en tant qu'humains, à lâcher plein de choses au niveau mental. Je dis toujours, on est dans le changement de paradigme. Tu sais, au moment de Copernic, quand Copernic a annoncé aux humains que la Terre n'était plus plate mais qu'elle était ronde, t'imagines dans la tête des personnes de l'époque, on se dit, waouh, ça demande des switches. Eh bien, nous en sommes à la même chose, à savoir que nous ne sommes pas que matière, mais nous sommes énergie, et qu'avec cette énergie, on peut faire plein de choses pour notre corps physique. Le tout, c'est qu'il va falloir changer nos mécanismes de tout ce qu'on nous a appris et lâcher plein de choses. Oui. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Jean-Marie Le Gall et tu connais aussi comment il s'appelle, Jean-Pierre Girard. Oui. Tous les deux qui font de la psychokinèse. La psychokinèse, c'est la capacité, la puissance de la pensée ou de l'esprit à influer la matière, puisque Jean-Pierre Girard est doué, il a été très médiatisé dans les années 80 parce qu'il était apte, par la puissance de la pensée, de tordre des barres en métal. T'imagines? Donc, je dis, cet homme-là, c'est un précurseur. Et c'est ce vers quoi nous acheminons tranquillement, tout doucement.
c'est que nous sommes des êtres avec un potentiel illimité, d'une puissance extraordinaire, et nous ne connaissons pas notre potentiel et on ne sait pas l'utiliser. Mais quand on voit qu'un être humain est capable de modifier la matière, même des barres en fer, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites sur lui, parce qu'au début on croyait que c'était un illusionniste, mais non, pas du tout. Donc c'est juste extraordinaire. Donc ces êtres, comme Jean-Marie aussi, ils ont des capacités juste incroyables qui montrent que l'homme de demain, eh bien, enfin, tout être humain a ça, mais ça nous demande une autre façon d'être et de penser. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Marie, je glisse la miniature de l'émission que nous avons réalisée le 30 juillet avec lui, donc qui est disponible bien évidemment en replay gratuit sur la chaîne de Lumina. Donc, vous pourrez découvrir Jean-Marie Le Gall donc en allant sur les replays des émissions. Alors, pour aller dans ce que tu disais, j'ai une anecdote très personnelle à te partager, Florence. Donc, tu as compris, j'aime le football. Alors, c'est l'attachement familial avec le père, ça c'est évident. Et donc, il se trouve qu'à un Noël, il y a un paquet d'années, une vingtaine d'années, en jouant au foot avec les enfants, je me fais mal au ménisque. C'est-à-dire que, tu sais, je fais un blocage méniscal. Et tu sais que ce blocage méniscal, donc j'avais 0 degré de flexion, tu sais. Et donc, la jambe était complètement, je n'arrivais pas à plier, ne serait-ce qu'un millimètre. Et c'était la période de Noël, donc j'ai la chance d'avoir des copains chirurgiens ici sur Nice qui me disent « Désolé Didier, normalement c'est une urgence chirurgicale, mais là on ne peut pas t'opérer parce que c'est Noël, les cliniques, machin, bon, ok. » Et puis moi, en bon spirituel bien perché que j'étais à ce moment-là, c'était un échec d'aller me faire opérer, tu vois. Je me disais « Non, il faut trouver les ressources en toi, tu vois, le truc. » Et donc je me mets… tous les soirs, je profite de ces 10 jours qu'il me laisse, tu vois, avant l'opération, pour me dire, je vais le faire par moi-même, tu vois, et tu vas rigoler, tu vas comprendre là où je veux aller. Et donc, tous les soirs, tu vois, dans le lit, j'appelle les kinés de l'astral, les machins, etc., les ostéos de l'astral. Et un soir, figure-toi, Florence, un truc de dingue, le drap se lève du lit, mais un truc hallucinant, hein, donc, et comme si un kiné venait et me manipulait la jambe, tu vois le truc, et ma jambe bouge. Je retrouve 100% de flexion. Un truc hallucinant. J'ai mon ex-femme qui était avec moi dans le lit, qui peut témoigner. Je sors du lit, je vais faire pipi, je marche, alors que j'avais un blocage total. Tu vois le truc, hein? Et donc, je dis tout fier à ma femme, j'ai super, demain, j'appelle mon pote, on annule l'opération, j'ai réussi. Et figure-toi que le lendemain au réveil, le blocage était revenu. Et j'ai dû me faire opérer. Tu vois? Alors, Ouais, tout ça pour dire qu'à un certain niveau, voilà, l'énergétique, on peut le faire. Encore faut-il maintenir ce taux vibratoire, cette énergie vibratoire. Tu vois, c'est une anecdote qui, je pense, est intéressante, qui illustre bien que on peut tout en ne pouvant pas. Et voilà. Comment tu analyses, toi, cette anecdote? il faut y croire. Donc, la puissance de nos croyances pour éviter des belles choses. Mais parce on est formaté comme ça dans notre civilisation. Et on ne nous apprend pas en fait que tout est possible, que Ouais. tout est traversé. Donc, Ah oui, ce qui t'est arrivé, c'est que tu as tes croyances en disant ben non, c'est pas possible en une nuit que je puisse être guérie. Si, c'était une belle démonstration de la puissance de l'énergie pour réparer le corps. ouais. Sauf que Ah, ta tête, elle a dit oh non, mais c'est pas je me souviens possible. comme si c'était hier, Florent. C'était hallucinant. Tu vois, j'étais passé de 0 degré de flexion à total, quoi. C'était un truc, mais de dingue. J'ai marché, tu vois, c'était incroyable. Oui, Mais tu vois, on va s'acheminer de plus en plus vers ce que tu disais tout à l'heure, vers des guérisons spontanées, un travail avec l'énergie. Et c'est pour ça que la notion de la médecine va complètement changer dans les années qui arrivent. Et je me dis même que dans quelques temps, hein, on n'en aura plus besoin si on fait de la prévention et qu'on travaille sur nos états d'être. Donc, mais bon, c'est pas encore. alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait décidé, Florence, hein, de se concentrer tout Oui, particulièrement sur ce livre-là, mais je sais que tu en as sous le pied, et ça me démange un petit peu de te poser quelques questions sur le prochain livre à venir. Alors, c'est toi qui l'as mis sur ton site, hein, donc je suis juste oui, allé oui. sur ton site, hein, tu n'avais qu'à pas publier, et tu nous parles donc de ce livre de l'ADN. Est-ce que tu veux bien nous faire ce qu'on appelle un teasing, je crois maintenant, hein, c'est ça le terme à la mode, une Oui. présentation un petit peu de ce livre à venir?
Et tu peux y aller, hein, lâche-toi là, en spiritualité, vas-y. Hein. Alors, je pars ben, tu sais, de socle, de choses bien rationnelles. J'explique comment la science décrit l'ADN. Et j'explique surtout pourquoi l'ADN est un véritable enjeu du 21e siècle. Il y a deux enjeux, il y a l'ADN et il y a notre cerveau. Et donc, l'ADN, c'est un peu comme, tu sais, notre adresse IP de l'ordinateur. Oui. Et l'ADN est propre à chacun d'entre nous et c'est notre adresse personnelle. Et donc, c'est extrêmement important de ne pas donner son adresse personnelle à n'importe qui, quoi. Parce que sinon, on peut influer sur nous. Donc, il y a la notion scientifique et petit à petit, eh bien, tout en me basant sur des travaux scientifiques, et ça, ce sont des travaux russes qui ont montré qu'il existait un ADN vibratoire et fréquentiel. C'est-à-dire qu'on a un ADN qui est lumineux et donc qui va vibrer à d'autres fréquences, qui porte d'autres types d'informations et qui va rejoindre, ben, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Si je suis un être multidimensionnel, eh bien, je vais aussi avoir un ADN qui va vibrer à une certaine fréquence. Donc l'ADN, pour moi, c'est le fil d'Ariane qui va établir le lien entre tous mes moi dans d'autres dimensions. Alors, j'ai fait un raccourci, mais je pars de choses très concrètes, rationnelles, pour démontrer petit à petit mais que cet ADN, il existe sur d'autres plans. Et ensuite, je fais une synthèse sur des travaux qui datent, où il existe, en fait, on parle beaucoup de la théorie de Darwin pour l'évolution de l'humain, etc. Et en fait, il y a énormément de travaux qui montrent qui ont une autre façon les choses et qui ont posé d'autres hypothèses, à savoir que, eh bien, peut-être que l'humain aurait été ensemencé sur Terre et que nous aurions des origines plus extraterrestres ou galactiques que terrestres. Alors évidemment, on sort des sentiers battus avec ce genre de on a eu une émission de 3 heures là-dessus il y a 2 jours, donc ne t'inquiète pas, Marc, il nous a expliqué ça, qu'on est des chimpanzés mutants, qu'on sert de nourriture à d'autres énergies, donc vas-y, tu peux y aller. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, ça rejoint. Enfin, il y a quand même comment il s'appelle cet auteur qui a découvert les momies de Nazca. Et lorsqu'ils ont étudié ces momies découvertes dans les montagnes au Pérou, eh bien, il y en a 2 sur 3 qui ne sont pas humaines, dont l'ADN ne fit pas avec l'ADN humain. Ce qui prouve bien qu'on a une origine d'ailleurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, la Terre est peuplée de différentes races humaines et on n'a pas tous. Alors, en soi, l'ADN, c'est notre programme de développement, mais l'information qu'il contient est propre à certains groupes d'humains. Et je dis toujours, lorsque les traditions parlent nous sommes des êtres divins, parce que nous avons un ADN, on va dire, lumineux qui vibre haut et fort et qui est là pour l'amour, la joie, le bien-être, la solidarité, etc., la bienveillance. Et il y a de plus en plus, il y a des êtres hybrides qui ont un ADN qui est moins pur, qui donnent de ce fait des races humaines beaucoup plus belliqueuses, beaucoup plus froides, sans émotion. Et on a tout ça à la surface de la Terre. Et c'est pour ça que c'est très conflictuel, parce qu'à la surface de la Terre, on a plusieurs races humaines qui portent un ADN différent et qui n'ont pas tous les mêmes objectifs de venir de la planète Terre. Tu vois? Donc tu fais exprès d'employer le mot race et pas d'ethnie. Hein. Tu parles bien de race et non pas d'ethnie. Hein. Oui, de race. Et donc, il y a des races. Nous sommes à la surface de la Terre. Pour moi, je te fais part de tout ce que j'ai lu et de mes réflexions. C'est qu'à la surface de la Terre, il y a différentes races avec des codes, on va dire des codes lumineux et des codes sombres. Donc, qui dit code lumineux, c'est-à-dire qu'un être humain qui va se rapprocher de l'être divin lumineux et amour, lumière et amour. Et puis, on a certaines races qui portent des codes sombres, de l'obscurité, et donc qui sont plutôt là pour l'ombre, si tu veux. Et donc, ils ne sont pas là pour faire le bien. Et en général, ce sont des êtres qui n'ont pas d'émotion. Ils sont capables de faire des atrocités avec zéro émotion. Et à la surface de la Terre, on a un melting pot, puisque les humains, ils se mélangent pour reproduire, et on n'a pas forcément conscience avec qui on se reproduit, pour générer des hybrides avec un certain pourcentage d'ombre et de lumière.
Et donc, quand on vient s'incarner ici sur Terre, et lorsqu'on est prêt à faire ce travail de transmutation et de transformation de l'être, c'est aussi, je dis toujours, c'est aller explorer sa part d'ombre pour la transmuter en lumière, pour pouvoir revenir vers un être lumineux que nous sommes. Et c'est un peu le travail de tous les artisans de la lumière, c'est que nous avons tous une part d'ombre et une part de lumière en nous. Et l'idée, c'est de venir ici pour pouvoir transformer nos parts d'ombre et en faire des lumières pour qu'on puisse faire de cette terre quelque chose qui soit lumineux, qui soit de l'amour et pas le charnier qu'on est en train de faire. Donc, c'est d'autres points. Et tout ça est inscrit dans notre ADN. Et pareil, l'ADN, c'est quelque chose qui est évolutif. Tu vois, les découvreurs de l'ADN, tu nais avec un ADN, il a telle séquence, il code tout un ensemble de fonctions et d'états d'être, parce que l'ADN, à la fois, il code notre corps physique, mais il porte aussi les informations pour notre profil psycho-émotionnel. Donc, tout est inscrit, en fait, au cœur de la cellule. Et donc, il était dit, ben voilà, on est avec notre ADN et on meurt avec. Pas du tout. C'est que l'ADN, c'est comme tout le reste sur la Terre et dans l'univers, il est en mouvement perpétuel et il se recrée aussi de façon permanente. Donc, il est évolutif. C'est pour ça que tout à l'heure, nous parlions de maladies génétiques. Si je pars du principe que l'ADN est énergie, il est mouvement et qu'il change en permanence en fonction de ce que je lui donne à manger, en fonction de ce que je ressens, de ce que je pense et de ma qualité vibratoire, je peux aussi changer mon ADN et l'expression de mes gènes. Et donc, retransformer la matière et changer mon état d'être psycho-émotionnel. C'est ce qu'on appelle et en fait, ça me tenait à cœur parce que oui, aussi. Oui. L'épigénétique, ça va être. Alors, les gènes, c'est vraiment donc la séquence de l'ADN. L'épigénétique, c'est tout ce qui est autour de la séquence. Et là aussi, il y a de l'information et que l'on peut changer avec qui nous sommes. Et ça me tenait à cœur d'écrire ce livre parce qu'avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années avec le Covid, on a parlé beaucoup d'ADN et d'ARN, ça a été une explosion partout sur le net, ce que c'est que l'ADN, etc. Et j'entendais, c'était tellement attractif d'un point de vue, tu sais, marketing, que les gens se le sont appropriés. Alors des fois, je voyais sur Internet, je voyais, tiens, l'ADN vibratoire et lumineux. Ah, je dis, tiens, ça m'intéresse, je regarde. Mais c'était juste l'accroche, parce qu'en fait, la personne, elle n'était pas scientifique et elle ne savait pas trop de quoi elle parlait. Et je lui ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, non, je ne peux pas laisser passer ça. Donc j'ai dit, je vais écrire un livre. Et donc, c'est pour ça, il est assez difficile à écrire, c'est pour ça fait plusieurs années que je suis, parce que je pars vraiment de l'ADN matière scientifique pour amener vers un ADN vibratoire spirituel et pour expliquer ce que l'on vit vraiment en ouvrant le champ des possibles. Et ce n'est pas complètement perché non plus parce que on voit bien qu'il y a quand même une ouverture sur sur ce monde de l'invisible et des extraterrestres. Où je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait Jean-Claude Bourré qui parlait beaucoup des ovnis, des extraterrestres. Le pauvre, il a été décrit tant et bien, sauf que je pense qu'un jour, il va devenir très célèbre parce que c'est exactement ce qui arrive, c'est que nous sommes sous l'influence de peuples galactiques qui sont là et qui interviennent dans notre monde. Sauf qu'ils ne vivent pas la même fréquence. Enfin, nous ne vivons pas la même fréquence. Et pour l'instant, on n'a pas la capacité de les voir. Mais quand même, ils ont une influence sur notre monde parce que je pense, et j'ai vu des publications médicales là-dessus, publications scientifiques de gens ou philosophiques, de personnes qui disent que, par exemple, l'intelligence artificielle est une technologie extraterrestre. Et puis, il y a aussi, j'ai vu des vidéos et des films documentaires, notamment, tu vois, parce que les gouvernements sont au courant de tout ça, mais ils le cachent à la population. Il y a eu des documentaires, tu vois, après la Seconde Guerre mondiale, où tous les scientifiques, ils ont été déplacés, les scientifiques et les chercheurs, tu sais, pendant d'Hitler, ont été envoyés au pôle. Oui. Et là-haut, il y a des bases militaires et avec 3 étages. Donc là, il y a la recherche avec des humains. Au 2e étage, il y a
un mélange entre humains et extraterrestres, et au dernier, il y a les extraterrestres qui sont en train de donner toute la technologie. Et en fait, c'est quelque chose que la majorité de la population ne connaît pas, qu'on nous cache, mais dont nos gouvernants connaissent ces informations. Mais parce que qui dit technologie extraterrestre dit pouvoir. Et donc, c'est garder le pouvoir sur l'humain et sur l'humanité. Mais ça commence à... Tu vois, moi, dans mon entourage, quand je parle de ça, on me dit, tu es complètement frappé, comment tu peux croire à ça, etc. Mais je dis, comment peut-on croire que nous sommes les seuls êtres vivants dans l'univers? C'est prétentieux, c'est pas possible. Il y a plein de... Pourquoi il n'y aurait pas d'autres formes de vie dans les planètes, sur les planètes? Donc, tu vois, il y a les films comme La guerre des étoiles. Mais moi, je trouve que le gars, il a été inspiré, cet homme. Parce que je pense qu'il a entièrement raison. On n'est pas les seuls à habiter dans l'univers, c'est pas possible. Maintenant, sous quelle forme, quelle relation, je ne sais pas. Et tu vois, en écrivant le livre, dans mes recherches, j'ai trouvé un pictogramme qui a été dessiné par la NASA. Et sur ce pictogramme, c'est un pictogramme pour entrer en communication avec d'autres civilisations, d'autres êtres dans le cosmos, si ça existe. Et sur le pictogramme, il y a une représentation de l'ADN. Et l'ADN, c'est quelque chose qui a traversé les civilisations, parce que même quand on regarde dans les hiéroglyphes égyptiens, tu as des représentations de l'ADN, tu as des représentations d'objets volants, etc. Donc, eux aussi, ils devaient savoir, ou en tout cas, ils représentaient que une part d'entre nous a une origine qui ne vient pas de cette terre. C'est juste incroyable. Mais c'est un savoir qui s'est perdu, qui ne s'est pas transmis. Donc, il y a énormément de gens qui touchent sur le sujet. Évidemment, ils ne sont pas assez nombreux, et puis on fait tout pour les décrédibiliser, pour surtout pas que la population se réveille en disant « Ah, il existe d'autres choses. Ah, j'ai des capacités extrasensorielles. » Et c'est ça l'humain de demain. C'est vrai que c'est un sujet, et là tu prends la suite de l'émission faite avec Marco Byrne et tu complètes avec une autre approche, hein, dans une autre personnalité totalement différente. Là, on est avec une femme, une scientifique, un Marc, c'est le gaillard un peu bourru, mais le message est sensiblement identique. Et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels moi j'étais un petit peu frileux personnellement, je n'osais pas trop y aller, mais je pense qu'à un moment donné, faut s'y pencher. Tu sais, je ne sais pas si tu connais les travaux d'un écrivain qui s'appelle David Icke, qui était un journaliste américain. Il a écrit plein de livres, notamment sur ce que l'on vit aujourd'hui. Il les a écrits il y a 20 ans ou 30 ans. Et il parle, par exemple, dans ce livre, de zones aux États-Unis où ils ont récupéré une zone qui est interdite au public, bien évidemment, et où ils ont récupéré des vaisseaux spatiaux, des objets non identifiés qui viennent du cosmos et qui sont à l'étude. Donc ça prouve bien que nous sommes visités, mais que c'est vraiment des sujets qui sont tabous et qui sont vraiment gardés secrets. Ah oui, alors en parlant là-dessus, tu sais, j'ai pensé à autre chose, parce que j'ai trouvé des documents de la CIA, et c'est juste étonnant. Parce que dans les documents de la CIA, tout ce qui concerne les corps énergétiques, les chakras, les centres d'énergie, la façon dont on peut travailler avec l'énergie sur le corps, comment on peut parler à distance, influencer les gens à distance, etc. Tout est écrit noir sur blanc. Ils utilisent ça depuis des décennies et des décennies. Mais le grand public, on ne révèle pas ça, parce que si tous les humains commencent à prendre conscience de leur potentiel, eh bien, ceux qui dirigent vont perdre le pouvoir. C'est pour ça que ça nous est caché. Mais pour te dire que tout ça, c'est utilisé par ces gens-là, donc c'est connu et c'est loin. Mais par contre, ils font tout pour décrédibiliser en disant « c'est n'importe quoi, c'est du charlatanisme », pour pas que les gens s'y intéressent et y croient. Mais moi, je pense que c'est juste la vérité. Donc, tu vois, c'est ma façon de voir, mais c'est aussi à travers tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai trouvé comme information qui me conforte dans l'idée, bon, on va prendre ce qu'on veut, que je suis peut-être plus scientifique, le mouton noir, que j'ai dérivé, peut-être, mais tout ce que je raconte, je l'ai lu, et parfois sur des documents officiels déclassifiés.
Donc, ça reste Je, complexe. je savais que tu étais surprenante, mais là, là, tu nous as fait un grand écart, encore plus grand que ce que je fais moi, hein, donc en partant du CNRS et en finissant sur David Icke. Là, on a fait un écart extraordinaire qui montre bien toute la richesse de tes travaux. Alors, Florence, pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur toi, qui souhaiteraient te contacter, eh bien, les amis, vous avez un mail, bien évidemment, un mail de contact qui est ici, que j'indiquerai bien sûr sur la description de la vidéo sur YouTube. Florence, tu es également active puisque tu as 2 sites web, un à ton nom, florencepousset.com, et un de l'Institut dont on parlera tout à l'heure, quelques mots, Institut Sciences, Éveil et Être. Mais je pense qu'il y a des passerelles entre les deux. Hein, il me semble qu'il est facile d'un site pour aller vers l'autre. Donc là aussi, j'indiquerai ces liens dans la description. Tu as également une chaîne YouTube qui est ici, que je mettrai également dans la description. Et on peut également te retrouver sur Facebook, tout simplement à ton nom, Florence Pousset. Alors, tu as donc ce livre qui est actuellement publié. Donc, c'est les éditions, puisque j'ai la chance, Symbiose. Hein, voilà, un très très joli livre que j'ai également ici, donc dont l'énergie de la couverture m'a tout de suite interpellé, les couleurs, la forme ont tout de suite sauté aux yeux, et ça a été vraiment très intéressant de découvrir cet ouvrage. Un livre à venir, on en a parlé sur l'ADN, donc ça on en reparlera dans quelques semaines, mois, j'espère que ça c'est en mois, hein, Florence, hein. J'espère que tu vas pas mettre plusieurs années encore à le sortir. Et puis, tu as, pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, aller plus loin, des conférences en ligne. Je te laisse en parler. Oui, donc il y a une conférence sur la science de l'invisible où bien tout un tas de démonstrations pour montrer aux personnes que l'invisible appliqué à l'humain existe, qu'on peut le visualiser et qu'on peut utiliser des fréquences sonores et lumineuses pour accompagner l'humain. Et il y en a une autre que j'ai beaucoup aimé préparer, qui est le cerveau sous influence, ce que la science ne vous dit pas, parce que le cerveau, c'est l'enjeu du 21e siècle. Il faut savoir que tous les continents aujourd'hui ont développé des projets de recherche qui représentent des milliards et des milliards pour essayer de comprendre le cerveau. Alors certes, pour accompagner toutes les pathologies, etc., mais le cerveau est un enjeu majeur parce que le cerveau, c'est un organe fréquentiel. C'est un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires. Donc, il émet, nous émettons parce que nous pensons, mais nous recevons aussi des informations. Et il est important aussi de d'être conscient et de développer justement cette conscience de notre énergie et de nos capacités et de ne pas recevoir n'importe quelle information. Parce qu'aujourd'hui, on peut être manipulable à distance par des ondes. Et c'est ça l'enjeu de l'ADN et l'enjeu du cerveau, c'est que si on n'est pas conscient, eh bien, on va se faire manipuler par des forces invisibles, fréquentielles. Ben, ça va être la 5G, ça va être plein d'autres. Et le seul moyen de nous en sortir, c'est d'être conscient de qui nous sommes, de nos capacités et de décider, je choisis, ça me plaît, je le prends, je garde l'information, ça ne me plaît pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne vibre pas bien avec moi, je le refuse. Et nous avons cette capacité, ce pouvoir-là. Et c'était pour informer les gens, voilà, que le cerveau, c'est extrêmement important. C'est un outil d'une complexité et à la fois d'une puissance énorme. Et nous ne savons pas bien l'utiliser encore. Voilà, et si vous voulez vraiment vous former, Florence propose une formation présentielle, il me semble. Hein. Oui. Une formation présentielle très complète. C'est sur un très très long programme. Hein. Je te laisse. C'est 18 mois. C'est en fait. Donc j'ai appris énormément de méthodes complémentaires à la médecine conventionnelle et l'idée de cette formation, c'est de former des personnes qui veulent devenir praticiens en méthode complémentaire, donc accompagnés. Donc à la fois, je transmets des outils qui permettent d'accompagner une personne sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et énergétique, et donc de prendre en considération une personne dans sa réalité, dans sa globalité. Donc, c'est sur 18 mois et je dis toujours, on ne vient pas chez moi en vacances parce que tous les outils vont être expérimentés en tant que praticien et en tant qu'accompagné. Et ça veut dire que pendant 18 mois, il y a un réel travail qui est fait sur chacun d'entre nous parce que
je pars du principe que pour accompagner quelqu'un, il faut déjà avoir fait une partie du chemin. Et moi, même ça, j'ai appris voilà, les premières méthodes que j'ai apprises, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, je suis encore en formation, je suis encore en train d'apprendre, parce que d'abord, ça me fait continuer à faire un travail sur moi, et que j'acquiers toujours de nouveaux outils, et que c'est important de continuer à faire son chemin pour accompagner les autres, pour éviter d'entrer en résonance. Donc, en fait, il y a énormément d'outils, et c'est ce qui fait la puissance, parce que quand on fait de l'hypnose, on fait que de l'hypnose, mais on ne peut pas travailler sur le corps physique, on n'a pas les outils. Celui qui est naturopathe va travailler sur l'alimentation du corps physique, c'est super, mais il va pas avoir les outils pour travailler sur le choc émotionnel. Et là, la force de ce que je transmets, c'est des outils pour prendre en considération la globalité de l'être. Donc après, il y a d'autres formations sur l'ADN, et puis il y a des formations oui, sur l'ADN. Oui, je me doute que tu as un vaste champ de compétences, donc une formation très complète. Et donc, les amis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, donc je rappelle le Facebook, hein, vous retrouverez Florence sur Facebook, vous la retrouvez sur YouTube et vous la retrouvez bien sûr sur son site florencepoussé.com. Voilà, Florence, on a fait un bon petit tour. Voilà, il y a 1h30 quasiment d'émission, c'était l'objectif qu'on s'était plus ou moins fixé. Donc, je vais bien évidemment, Florence, déjà te remercier, te dire à quel point j'apprécie ton personnage très équilibré. Ça, pour moi, c'est vraiment un critère hyper important. Cette spiritualité, j'allais dire moderne, en fait, que nous incarnons, j'ose dire nous, parce qu'on est un petit peu dans la même mouvance. Et ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, il y a eu à un moment donné, effectivement, un peu de New Age qui est arrivé, une spiritualité assez perchée, olé olé. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on revient avec des gens comme toi. Tu as cité Joe Dispenza, Greg Braden. Il y a beaucoup de personnes, même en France, hein, bien évidemment, qui ont cette double casquette scientifique. Alors, ce n'est pas le but d'être scientifique, on s'en fiche complètement, mais qui ont cette rationalité et cette irrationalité. Voilà, après les diplômes, c'est bien, mais ce n'est pas un absolu. Mais en fait, voilà, cette spiritualité, cet aspect scientifique, dont l'objectif, c'est de nous aider à savoir qui nous sommes, en fait. Qui nous sommes, à guérir nos traumas, à alléger nos souffrances. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, Florence, vraiment un grand merci pour ta confiance. Je vais te laisser, bien sûr, la conclusion et te renvoyer déjà une invitation pour le prochain livre qui paraîtra alors quand il sortira, mais l'invitation, elle est déjà lancée. Merci Didier. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invité, c'est l'opportunité de pouvoir m'exprimer, puis sur des sujets que je n'ai pas trop l'habitude de vouloir aborder. C'est là que tu m'as un peu poussé dans mes retranchements, mais bon. Gentiment, bien sûr. Oui, gentiment, mais bon, ce qu'il faut garder en mémoire, ce qui est très, très important, c'est que nous sommes des êtres incarnés sur Terre. Oui, il y a tout ce monde de l'invisible vers lequel nous nous acheminons de plus en plus dans notre vie au quotidien, mais nous sommes avant tout sur ce plan Terre, et notre corps est notre plus bel outil d'éveil spirituel, alors il faut en prendre soin. Oui, voilà. Je te remercie infiniment, Didier, puis j'ai vraiment apprécié nos échanges et l'interview, de la façon dont tu l'as menée. C'était super, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup et j'espère que nos auditeurs auront été sensibles également à la profondeur de tes propos et la profondeur de la personne que tu es, Florence. Donc, je te remercie vivement et je te dis à très vite. Les amis, à bientôt pour une prochaine émission. Bye bye. Au revoir, Florence. Au revoir, Didier. Au revoir. Au revoir.